à toutes. Nous commençons la première webconférence sur le myélome multiple du cycle 2019 organisée par l'AF3M. La thématique d'aujourd'hui, suite au congrès américain de la Société américaine d'hématologie, quelle perspective pour les malades du myélome? Je passe la parole à Bernard, puisque c'est une webconférence de l'AF3M et qui va introduire un petit peu la conférence. Je vais introduire très rapidement cette webconférence pour vous dire tout le plaisir que j'ai à vous voir nombreux réunis pour ce premier rendez-vous et puis pour remercier tous spécialement donc le professeur Philippe Moreau et le docteur Cyril Hulin d'être présents parmi nous pour répondre à toutes vos questions et nous présenter donc un rapide panorama sur tout ce qui a pu se dire et s'échanger au cours de ce congrès américain. Merci Bernard. Donc le sujet, c'est vraiment les perspectives pour les malades du myélome. On va reprendre un petit peu toutes les questions que vous avez pu nous poser. Mais on va commencer d'abord par une petite vérification technique avant de démarrer. Pour communiquer avec nous, vous disposez sur la partie droite de votre écran du chat et en bas de l'écran, vous avez la petite case dans laquelle vous pouvez taper vos questions, même si on a déjà reçu beaucoup de questions. Donc, je vous propose pour commencer de taper simplement la ville dans laquelle vous vous trouvez, simplement pour nous dire si vous nous entendez bien, et vous nous voyez bien de la même façon. En cas de souci de connexion, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Ça se fait très rapidement et vous verrez que vous pourrez de nouveau nous entendre et nous voir facilement parce que, bien évidemment, on est tous à distance et des fois, ça peut couper. Ce n'est que de l'Internet. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le docteur Cyril Hulin qui est avec nous, qui est président de l'intergroupe francophone du myélome et qui est hématologue au CHU de Bordeaux, et le professeur Philippe Moreau, donc, qui est aussi hématologue, lui, au CHU de Nantes. Donc, Bernard a déjà pris la parole. Bernard est patient et est aussi vice-président de la F3M. Pour ma part, je suis Pascal Lacoste et je vais co-animer cette webconférence. Et on peut compter sur le soutien de Audrey, qui est derrière nous pour tous les aspects techniques. Petite règle à respecter, on parle effectivement du cas général, donc on va partir des cas particuliers pour aller au cas général. Effectivement, on ne peut pas traiter ici des questions d'intérêt particulier. Évidemment, ce n'est pas du tout une consultation médicale individuelle, puisque les médecins présents aujourd'hui ne connaissent pas votre environnement, donc ils ne peuvent absolument pas traiter les cas particuliers. Notez que la webconférence est enregistrée, donc elle sera accessible en différé dès la fin de la conférence. Vous recevrez un lien sur lequel vous pourrez aller consulter à loisir cette conférence. Donc le sommaire d'aujourd'hui, Bernard va nous faire une petite introduction. Et ensuite, les docteurs Cyril Hulin et Philippe Moreau reviendront sur le congrès avec, pour l'un, la perspective pour les sujets âgés et pour l'autre, pour les sujets jeunes. On aura ensuite une séance de questions qu'on a synthétisées, puisque vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions. On prendra aussi les questions que vous poserez aujourd'hui. Et ensuite, on fera une conclusion. Et tout ça, ça devrait se terminer vers 19h06, puisque nous, on a commencé vers 18h06. Donc, on a 1 heure devant nous. Donc, une petite introduction par Bernard, qui justement va reprendre un petit peu toutes les questions que l'on a pu recevoir de votre part. Alors, merci. Donc, pourquoi au sein de la F3M, on a souhaité mettre en place ce site de webconf qui va se tenir à une fréquence mensuelle entre les sessions de MOOC. Voilà, on est très sollicité par l'administration pour développer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Et je pense que cette forme d'échange entre des médecins et des patients, c'est de la démocratie sanitaire. Vous avez le droit de poser toutes vos questions et j'espère que vous aurez des réponses. J'en suis même sûr. Vous avez été très nombreux à poser des questions. Hein. J'en ai encore reçu il y a moins d'une demi-heure. J'en dénombre, je pense, plus d'une quarantaine. Hein. Il y a certains d'entre vous qui sont revenus sur le sujet de l'accès aux nouveaux médicaments en France. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, j'ai un engagement. Nous allons solliciter les responsables de l'HAS et du CEPS, du comité économique des produits de santé, pour organiser une webconf avec eux sur cette thématique. Voilà, moi je trouve que ce serait bien que ces responsables
qui ont en charge l'évaluation des nouveaux médicaments et d'en fixer les conditions de prise en charge et de remboursement, puissent entendre les patients. Il y a eu aussi beaucoup de questions soulevées concernant les effets secondaires des traitements. Voilà, donc c'est pas vraiment le sujet de ce soir, hein, même si je pense qu'il sera abordé indirectement, c'est plutôt un sujet de MOOC. Donc ne vous étonnez pas que toutes vos questions parfois très précises ne soient pas évoquées ce soir. Et puis aussi, j'ai noté de nombreuses questions assez précises sur des résultats d'essais cliniques en cours. On n'aura pas le temps de balayer l'ensemble des essais cliniques, mais là je prends un engagement. On a un peu de retard sur notre site, la F3M, pour vous donner une information la plus synthétique possible sur les essais cliniques en cours et on va y travailler. Voilà. Et puis, dernière chose, il y aura une nouvelle webconf d'organiser ultérieurement, donc avec la participation de Philippe Moreau et de son équipe sur les travaux du CIRICILAT de Nantes. C'est une équipe pluridisciplinaire là, qui a engagé un programme de recherche intégrée qui porte à la fois sur la recherche fondamentale, transactionnelle et clinique, qui porte sur le myélome. Donc, je laisserai Philippe Moreau vous en dire quelques mots. Voilà, on peut démarrer. On va laisser donc la parole à Cyril Hulin et à Philippe Moreau qui vont vous donner des perspectives générales pour les patients jeunes ou les patients âgés, donc tel que ça a été dit et discuté, abordé lors du congrès de la SH. Hein. Voilà, puis on reviendra ensuite sur des questions un peu plus pointues, plus particulières. Juste pour introduire, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi ce congrès est un rendez-vous incontournable pour les malades du myélome? Philippe ou... C'est un rendez-vous incontournable de l'hématologie au sens large du terme. C'est le plus grand congrès international dédié spécifiquement à l'hématologie, pas seulement l'hématologie maligne, mais les principaux sujets sont l'hématologie maligne, mais par exemple, il y a aussi la drépanocytose qui faisait l'objet d'une communication en sciences plénières, qui est un problème extrêmement important, par exemple en Afrique et autres, qui n'a pas un nombre de patients qui n'a rien de comparable avec les patients atteints de myélome. Mais forcément, le myélome multiple est une pathologie pour laquelle il y a des progrès extrêmement importants qui existent depuis 10 ans, mais qui se confirment avec l'arrivée de toute la nouvelle molécule. Donc, ça représente un volume de communication orale et de communication affichée et de nouveautés extrêmement important. Donc, c'est vrai que c'est un rendez-vous d'annonces, de résultats extrêmement importants. Après, le deuxième congrès sur lequel il y a des annonces importantes, c'est généralement l'ASCO qui sera en fin mai, qui a lieu tous les ans, lui qui est de la cancérologie au sens large du terme, mais au sein duquel figure le myélome. Mais là, on a une communication plus large, qu'on va voir cancer du sein, de la prostate, du poumon, de tout ce qui est. C'est le grand congrès dont on entend parler dans les journaux télévisés, par exemple. Bien sûr. Donc, c'est un rendez-vous pour les hématologistes de communication et d'échange avec nos collègues de tous les pays, notamment d'outre-Atlantique, on va dire. Ce qui est important et intéressant dans ce congrès, pour compléter ce que dit notre président, le président de l'intergroupe francophone du myélome, Cyril, c'est que on voit toutes les avant-premières, en tout cas tous les nouveaux développements et tous les résultats d'essais cliniques en cours. Dès qu'on a un résultat, eh bien, on le communique, et plus les résultats sont importants et intéressants, et plus ils vont être communiqués lors de ce congrès. C'est vraiment le congrès de choix. Et puis on voit, nous aussi, en avant-première, tous les données qui vont être ensuite publiées dans l'année dans les journaux médicaux. C'est-à-dire qu'on entend pour la première fois toutes les communications orales sont des communications qui sont vraiment des exclusivités. Et puis ensuite, voilà, ce sont un petit peu des avant-premières et on va voir tout ce qui va être publié dans l'année. Donc on est vraiment, quand on a la chance d'assister à ce congrès, on est vraiment à la pointe de tout ce qui est nouveauté, avancée, thérapeutique, biologique, recherche. Merci pour cette première introduction. Donc, je redonne la parole au docteur Cyril Hulin qui, justement, va nous parler des perspectives plutôt sur les sujets âgés. Bon, les sujets âgés, la thématique a été dominée par les résultats de l'essai Maya, puisque c'est un essai extrêmement important. Donc, c'est un essai pour mémoire qui s'intéressait qu'aux patients non éligibles à une intensification autogreffe, classiquement de plus de 65 ans. Et il y avait même dans cet essai un pourcentage extrêmement important de patients de plus de 75 ans, puisque les patients de plus de 75 ans ont représenté dans cet essai plus de 45% des patients. Donc, véritablement des patients potentiellement
âgés, fragiles, chez qui vient d'être diagnostiqué un myélome, mais pour qui on initie un traitement. Et le but de cet essai était de comparer le traitement qui est devenu, enfin, un des deux traitements classiques à l'heure actuelle disponibles en France, qui est le Revlimid associé à la dexaméthasone hebdomadaire, à ce même traitement de Revlimid et dexaméthasone auquel il était adjoint du daratumumab, donc ce nouvel anticorps monoclonal anti-CD38 dont on parle et dont on attend de pouvoir se servir encore plus largement qu'on ne le peut actuellement en France. Et cet essai a confirmé les résultats qu'on connaissait déjà du bénéfice de l'adjonction, de l'association de l'énalidomide, du Revlimid, donc avec le daratumumab, avec un allongement majeur de la survie sans progression, mais avec tout de même, ce qui est extrêmement intéressant, des résultats déjà très très bons du bras comparateur, puisque le Revlimid dexaméthasone donne des résultats qui sont très très bons, enfin même beaucoup mieux qu'attendu, puisqu'on a une médiane de survie sans progression de 32 mois, ce qui est déjà un résultat extrêmement favorable, et le Revlimid plus daratumumab est parti pour faire beaucoup plus longtemps, a priori potentiellement peut-être entre 45 et 50 mois, donc des survies avant d'avoir besoin d'un second traitement jusqu'à rechute extrêmement prolongée, et le tout sans un surcroît de toxicité, puisque l'adjonction de daratumumab est pour l'instant dans la forme de l'essai légèrement contraignante, parce que ça restait des administrations intraveineuses de durée prolongée, mais on sait que le produit se développe aussi par voie sous-cutanée, mais des résultats majeurs, et maintenant c'est tout, on va attendre de pouvoir bénéficier encore plus tôt du daratumumab, déjà en première rechute, et puis après bien sûr il viendra, mais là on se projette pour les années à venir dans un traitement de première ligne des sujets âgés, quelque chose de très 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 long, quoi, et avec un traitement peu agressif tout de même, quoi. Donc avec un traitement oral, plus si on se projette dans quelques années, une sous-cutanée qui au bout de 6 mois serait plus qu'une sous-cutanée par mois, donc un traitement facile et extrêmement efficace, donc extrêmement prometteur. Donc c'est la voie principale chez les sujets âgés. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui a été rapporté par les Italiens, c'est qu'on peut se débarrasser de la dexaméthasone. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais dans la vraie vie, c'est extrêmement important. C'est qu'ils ont comparé chez les sujets âgés l'attitude actuelle de Revlimid plus dexaméthasone poursuivie au maximum, c'est-à-dire jusqu'à progression ou qu'on ne puisse plus le supporter, à interrompre la dexaméthasone de manière systématique après 9 cycles. Et il n'y a aucune perte de bénéfice d'efficacité en arrêtant la dexaméthasone. Par contre, on sait qu'on gagne nettement en tolérance et en diminuant les effets indésirables lorsqu'on arrête la dexaméthasone. Donc cet essai, même s'il ne va pas, je pense pas qu'on aille vers systématiquement jeter la dexaméthasone systématique, puisqu'il y a des patients chez qui elle rend service, de son côté antalgique, de son côté dopant, un peu au sens large du terme, mais en tout cas, de s'en débarrasser, on ne perd absolument pas d'efficacité. Donc, on a à s'adapter à la tolérance et se débarrasser au bout d'un certain temps de la dexaméthasone est validé par un essai. On sait qu'on avait tous envie de le faire, tout le monde le faisait de plus en plus, mais au moins là, on sait qu'on ne perd rien quand on a cette attitude-là, et on va de plus en plus aussi, il y avait des essais d'évaluation de la fragilité plus on avance en âge, et de prendre en compte l'accompagnement de la fragilité en même temps qu'on traite le myélome. Ce sont pour moi les avancées essentielles, c'est les sujets âgés à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Alors, professeur Moreau, est-ce qu'il en est de même pour les sujets jeunes, ou est-ce que les schémas sont un petit peu différents? Alors, chez les sujets jeunes, on n'a pas énormément de scoop cette année. On a vraiment la confirmation que l'autogreffe et l'intensification thérapeutique restent vraiment le standard de traitement pour les patients les plus jeunes. Et on a même vu des résultats à plus de 10 ans de techniques de double autogreffe. Et ça, c'est particulièrement impressionnant. Et on voit que les doubles autogreffes améliorent les résultats, notamment pour les patients qui ont des cytogénétiques défavorables. On sait que le myélome est une maladie hétérogène, tous les myélomes ne sont pas identiques, et il y a en particulier environ 20%, 25% des patients qui ont des myélomes un petit peu plus agressifs, avec des anomalies au niveau des chromosomes des cellules tumorales. Et on voit dans les résultats publiés à très très long terme que la double autogreffe
pourrait améliorer en fait le devenir des patients avec une mauvaise cytogénétique. Donc c'est pour ça que dans certains centres, en première ligne, en dehors d'essais cliniques, on propose cette double autogreffe. Alors, on a entendu aussi des résultats sur la première partie du traitement, ce qui précède l'autogreffe. Et en France, on fait une association qui s'appelle VTD ou VRD, Velcade thalidomide d'hexaméthasone ou Velcade revlimide d'hexaméthasone. Et maintenant, on voit qu'on peut éventuellement rajouter un anticorps monoclonal. Et quand on rajoute un anticorps monoclonal, le daratumumab en l'occurrence, ou l'isatuximab, qui n'est pas encore commercialisé, eh bien, on améliore la qualité de la réponse. Alors, c'est exactement le schéma de notre essai français, l'essai qu'on a fait à plus de 1000 malades au niveau de l'intergroupe francophone du myélome, avec la Belgique, avec la Hollande, où on a comparé VTD versus VTD plus daratumumab. Et on commence à avoir des résultats qui nous permettent de penser que l'adjonction d'un anticorps monoclonal va améliorer les résultats. Et alors, double autogreffe, il y a une question, ça consiste en quoi? Double autogreffe, c'est de faire un traitement intensif et puis 2 à 3 mois plus tard, de répéter le même traitement intensif. Donc ça, c'est pas proposé systématiquement, mais c'est un traitement qu'il faut avoir éventuellement en tête quand on a, au moment du diagnostic, une cytogénétique qui est défavorable. Et puis, on a entendu des résultats sur la partie de maintenance. Après une autogreffe, il est possible en Europe d'utiliser le lénalidomide, le revlimide en maintenance à petite dose tous les jours pendant le plus longtemps possible, tant que la maladie répond ou tant qu'on n'a pas d'effets indésirables, d'effets secondaires qui nous empêchent d'utiliser la maintenance. Donc le revlimide, c'est un des standards de traitement en maintenance. Et là, au dernier congrès américain, on a entendu les résultats d'un autre essai qui s'appelle Tourmaline, qui a été aussi fait au niveau international, où on a utilisé un autre médicament qui s'appelle ixazomib. Ixazomib, c'est de la même famille que le Velcade, mais ça se donne par la bouche, c'est un comprimé par semaine. Et on a vu que grâce à ce médicament, en le testant par rapport à un placebo, on améliorait la durée de la réponse. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour travailler sur la partie post-greffe, sur la partie maintenance, ou peut-être que dans le futur, on rajoutera au lénalidomide, au revlimide, on pourrait rajouter l'ixazomib. Alors tout ça, c'est pas encore fait, hein. Tout ça, c'est pas encore approuvé, c'est pas encore remboursé. Et Bernard soulignait tout à l'heure les difficultés qu'on a pour avoir accès aux médicaments très très vite, mais c'est des choses qui vont changer dans les années à venir, ça c'est certain. Donc, bon, pas de révolution hein, pour les patients jeunes, on reste sur l'autogreffe, on va essayer d'améliorer la partie juste avant et juste après l'autogreffe, éventuellement avec des anticorps monoclonaux et éventuellement avec une amélioration de la maintenance pour prolonger la durée de la réponse. Merci pour cette première introduction. Donc, Bernard, on a fait… Vas-y, Bernard. Peut-être, je suivais un peu le chat, là, et il y avait des gens qui disaient, mais finalement, où est la frontière entre un patient jeune et un patient âgé? À partir de quel âge j'ai affaire à Philippe Moreau? Jusqu'à quel âge j'ai affaire à Philippe Moreau? Et à partir de quel âge j'ai affaire à Cyril Hulin? Voilà, si on peut revenir un peu là-dessus. Ouais, l'âge chronologique de repère, comme c'était signalé, c'est 65 ans. Et puis après, on peut tourner autour. Voilà, c'est qu'il y a des gens de moins de 65 ans qui ont des comorbidités, d'autres pathologies et qui ne vont pas être accessibles ou réaliser une intensification autogreffe va paraître un peu agressif et difficile à subir. À l'inverse, on a des personnes entre 65 et 70 ans ou quelques années de plus qui peuvent être en extrême bonne forme et pouvoir être traitées comme une personne de moins de 65 ans. Donc voilà, le repère de 65 ans est quand même un très bon repère, mais après, il n'y a pas à hésiter à tourner autour. Parce qu'après, les deux pendant des choses, c'est qu'effectivement, on a un vieillissement de la population qui est de plus en plus harmonieux, on a de plus en plus de personnes entre 65 et 70 ans qui sont en très bonne forme, mais en même temps, on a des traitements qui, sans autogreffe, progressent aussi énormément, et quand on voit les résultats de Maya ou même du RD simplement, avec 46% de patients de plus de 75 ans, on a 32 mois de PFS, qui sont des résultats tout à fait favorables. Donc, si on ne bénéficie pas d'une autogreffe parce qu'on a 66 ans et demi, enfin, je ne pense pas que ce soit une perte de chance. Si on l'a fait, il n'y a pas, c'est pas non plus risquer sa vie. Voilà, on arrive dans une zone où les deux traitements sont possibles et on ne peut pas oser dire
que quand on ne fait pas l'un ou quand on fait l'autre, qu'il y ait une attitude hérétique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Merci. D'accord, merci. Alors, parmi les questions qui avaient été posées, donc, qui ont été remontées par les patients, j'ai essayé donc, de synthétiser. Il y avait vraiment plusieurs personnes ont posé des questions voilà, sur les mutations génétiques à l'origine du myélome. Est-ce qu'on a progressé sur la compréhension des mécanismes cellulaires qui sont en cause dans le cadre du myélome? Est-ce qu'on a une idée plus précise sur la classification des différents types de myélome et les risques associés? Enfin, voilà, voilà, il y a des gens qui ont même été avec beaucoup de détails là-dessus. Est-ce que voilà, vous pouvez nous dire quelques généralités sur cette question importante? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on commence dès maintenant à adapter les traitements en dehors d'essais cliniques à la gravité de la maladie initiale. Et globalement, on a deux groupes de patients. Les patients qu'on va dire à haut risque, pour lesquels il faut éventuellement être un petit peu plus agressif, et c'est là où je parlais de double autogreffe, et puis les patients de risque standard. Risque standard, c'est les patients qui n'ont pas ces anomalies chromosomiques qui confèrent une gravité particulière. Alors les anomalies chromosomiques, c'est surtout la délétion du chromosome 17, c'est la translocation 4-14, c'est la translocation 14-16, il y a toute une série d'anomalies que l'on sait dépister et que l'on dépiste en routine. Et qui vont nous permettre éventuellement d'adapter le traitement. Donc ça, c'est une première chose. Alors maintenant, on est en train aussi de voir que certains médicaments, qui sont des médicaments nouveaux, ont une activité plus particulière sur des sous-types de myélome. On est en train de fragmenter un petit peu la maladie. Avant, il y avait risque standard et haut risque, et maintenant, dans les risques standards, il y a par exemple 10% des patients qui ont une translocation entre le chromosome 11 et le chromosome 14. Et quand on a cette translocation 11-14, on sera accessible très bientôt, en rechute, à un médicament qui s'appelle le Venetoclax, qui se donne par la bouche et qui est une thérapie un petit peu ciblée. C'est un médicament qui marche surtout chez ces patients qui ont une translocation 11-14. Donc on est en train de démembrer comme ça, petit à petit, la maladie myélome, qui est une maladie, comme je le disais, très hétérogène. Et l'exemple du Venetoclax et des translocations 11-14 est quelque chose de très intéressant, avec beaucoup d'essais cliniques, mais dès cette année, en fait, on va avoir une possibilité d'avoir le Venetoclax quand la maladie sera en rechute avec une translocation 11-14. On aura la prise en charge de ce médicament qui se donne par la bouche. Très bien. Donc, vas-y Bernard. On avait une deuxième remontée de questions dont Bernard a fait la synthèse. Je te redonne la parole. Avant de passer au sujet, c'est vrai qu'il y a des gens qui posent des questions, mais comment on peut déterminer ces délétions, ces translocations? Voilà, s'il faut peut-être dire, c'est par un examen de moelle. Enfin voilà, il y a des gens qui... Oui, Vas-y, Cyril. Non, vas-y. Non, je t'écoute. Je t'ai coupé la parole. Non, les anomalies chromosomiques vont nécessiter la réalisation d'un myélogramme au départ de la maladie ou en rechute, et une analyse spécifique de la moelle osseuse. Et tout particulièrement, à l'heure actuelle, celle qu'on connaît plus particulièrement, c'est la translocation 4-14 et la délétion 17. Mais on sait que maintenant, il y a des recherches plus importantes pour des anomalies plus complexes et un mélange de plusieurs anomalies, et les choses vont continuer de s'affiner. Mais à ce stade, à l'heure actuelle, sont les deux anomalies principales connues comme étant de pronostic défavorable. Et puis, je reviens aussi peut-être une question à Philippe Moreau par rapport à ce que je lis là sur le chat, c'est que voilà, tu as évoqué donc l'importance des traitements d'entretien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une durée maximum pour ces durées d'entretien? Alors, le Revlimid qui est approuvé, qui est enregistré, et que l'on utilise dans beaucoup de centres en France, après l'autogreffe, c'est jusqu'à la nouvelle progression de la maladie. Mais en fait, on s'aperçoit que le Revlimid, quand on le donne tous les jours, même si c'est à petite dose, 10 ou 15 mg, ou alors on le donne 21 jours sur 28, il y a deux moyens de l'administrer, ou de manière quotidienne. Quand on en reçoit pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, on est fatigué, on a des troubles digestifs. Et en fait, la recommandation de l'IFM, c'est de l'utiliser 2 ans.
c'est les recommandations que l'on vient de l'écrire, parce que 2 ans, c'est vraiment là où on a le meilleur bénéfice, efficacité, toxicité. Et on considère qu'après une autogreffe, un patient peut recevoir sans trop de difficulté 2 ans de Revlimid. Et puis ensuite, on fait une pause et on surveille la maladie. Merci. Pascal, je pense On peut y aller? Allez, on y va. Donc, la deuxième série de questions concerne la recherche clinique. Donc, Bernard, si tu veux, je te laisse la parole pour présenter ces questions. C'est aujourd'hui que le Ninorol, Carfilzomib, Darzalex sont disponibles en France, hein, et on peut quand même le signaler avec retard par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Est-ce que, au-delà du vénétoclaste que tu viens d'évoquer, Philippe Moreau, il y a d'autres essais cliniques en cours, promoteurs, voilà, d'autres médicaments, hein, voilà. Après, il y a eu vraiment beaucoup de questions sur les CAR-T-cells, parce que c'est vrai on en parle quasiment, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un reportage à la télé, un article dans les... Voilà. Avec des gens aussi qui veulent dire CAR-T-cell, immunothérapie, est-ce que c'est 2 approches différentes ou c'est la même chose, hein? Et est-ce qu'on peut, aussi de voir une explication aussi simple que possible sur ce qu'on entend par cette approche par CAR-T-cell, hein, voilà. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les perspectives de guérison qu'on a entendues, si on est traité par CAR-T-cell, est-ce que c'est bien réel ou faudra-t-il encore attendre que les essais en cours se poursuivent et qu'on obtienne des résultats, voilà. Et puis aussi des questions très concrètes. Donc, quels sont les établissements hospitaliers en France qui participent à ces recherches sur les CAR-T-cell, voilà. Où en est-on et finalement, à quel horizon peut-on envisager de disposer en France de cette technique, voilà. Je vais dire un mot rapidement, je laisserai ensuite Philippe développer sur les CAR-T-cells, puisque lui connaît à juste titre ce que c'est, puisqu'il en fait. Pour ce qui est de la projection de guérison, on peut espérer qu'il va commencer à y avoir des patients, un pourcentage de patients guéris, mais avant les CAR-T-cells avec les associations actuelles. Et quand on voit les relevés dont a parlé Philippe déjà précédemment, d'essais qui datent de 10 à 12 ans, avec un pourcentage, puisque les survies médianes sont à plus de 10 ans et 12 ans, donc on peut penser qu'il va y avoir au sein déjà de ces populations un petit pourcentage de patients des survies extrêmement prolongées et potentiellement un petit pourcentage de guérison. Et sur les schémas actuels combinant les anti-CD38 et les durées maximales, il va y avoir un petit pourcentage. Alors après, je ne sais pas le prédire, je ne sais pas dire combien de pourcents, et on pourra le dire dans 10 à 15 ans. C'est tout le souci. C'est que même à 10 ans, je ne peux pas dire à un patient que je suis, enfin tout le monde, tous les praticiens qui font du myélome ont des patients où ça fait 10 ans qu'ils sont en rémission ou plus de 10 ans après une greffe, mais on ne peut pas oser dire qu'ils sont guéris. Parce qu'on a tous eu des rechutes très tardivement. Mais il existe un pourcentage de patients et ce pourcentage va ne faire que s'augmenter. Donc la réponse n'est pas que des CAR-T-cells, et le CAR-T-cell ne va pas être le médicament, enfin la technique thérapeutique miracle d'un coup. C'est une accumulation et un mélange de plusieurs processus. Mais après, les CAR-T-cells, oui, sont une stratégie extrêmement importante et novatrice, et Philippe va pouvoir vous détailler ça. Alors, les CAR-T-cells, effectivement, c'est une technique un petit peu révolutionnaire, mais ça fait partie d'un grand champ de nouveaux traitements qui s'appelle l'immunothérapie. Hein, Bernard, vous parliez d'immunothérapie. Les CAR-T-cells ne sont qu'une partie de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est des traitements à base de cellules immunitaires, cellules immunologiques, et notamment des lymphocytes T, ou bien des anticorps. Alors, les CAR-T, c'est quoi? C'est des lymphocytes du malade. Les lymphocytes, ce sont une partie de nos globules blancs, c'est les responsables de l'immunité, et on prélève ces lymphocytes chez le patient, et on va, en dehors du corps, in vitro, on va les modifier pour que ces lymphocytes ciblent spécifiquement une petite molécule qui est toujours exprimée par les cellules tumorales du myélome dans la moelle osseuse. Donc, on prélève ces cellules, on va les amplifier, on va les modifier pour qu'elles reconnaissent une cible qui est exprimée par les plasmocytes malins, et on réinjecte par voie intraveineuse ces cellules T. Mais une fois qu'elles sont réinjectées, elles vont s'amplifier dans le corps et elles vont rester dans l'organisme pendant une période, pour le moment, d'environ 9 mois. On n'est pas capable de faire survivre ces lymphocytes T pendant plus de 9 mois dans l'organisme. Et ça, c'est un domaine de recherche très important pour essayer de les laisser vivre longtemps.
elles vont reconnaître la cible, elles vont tuer les cellules tumorales, et on a des taux de réponse qui sont très élevés, de l'ordre de 80%, chez des malades qui ont échappé à tous les traitements possibles. Donc c'est en ça que c'est une révolution. Alors, pour le moment, c'est uniquement dans le cadre d'essais cliniques, ce sont des thérapies très compliquées, parce que de prendre des cellules, de les amplifier, de les modifier, c'est vraiment très complexe. Et en France, on a simplement eu un seul essai qui a été ouvert pendant très peu de temps, et on a traité 8 malades simplement. 4 malades à Nantes et 4 malades à Lille. Et on attend pour le troisième trimestre de l'année l'ouverture de au moins 2, jusqu'au maximum 4 nouveaux protocoles pour avoir davantage de patients traités. Et ce sont toujours des protocoles internationaux. Le nombre de malades est malheureusement limité. Alors pour le moment, on teste ces CAR-T chez des malades qui ont échappé à toutes les classes de traitement et qui sont donc en échec de toutes les classes de traitement. Mais notre but, avec l'intergroupe francophone du myélome, c'est d'aller voir les compagnies pharmaceutiques qui produisent des CAR-T et de leur dire il faut peut-être utiliser ces CAR-T plus tôt dans l'histoire de la maladie, quand on est en situation de maladie contrôlée, avec une masse de cellules anormales très faible, une maladie résiduelle très faible. Et peut-être que là, on pourra guérir des patients parce qu'on n'aura pas besoin beaucoup de CAR-T, même s'ils ne vivent pas très longtemps, on pourra éradiquer la petite quantité de maladies, de cellules anormales qui restent dans la moelle. Donc ça, ce sont des programmes qui sont écrits et qui vont commencer dans l'année 2019 et l'année 2020. Donc c'est très prometteur, mais ce n'est pas toute l'immunothérapie. Il y a d'autres anticorps qui sont en développement, des anticorps qui vont cibler les cellules malignes, comme les CAR-T, mais ces anticorps, on leur a adjoint une toxine, et la toxine, elle va aller tuer la cellule tumorale. Ou bien ces anticorps, on leur a adjoint une petite molécule qui amène en même temps que l'anticorps une cellule T immunologique, un lymphocyte, qui va, on appelle ça des anticorps bispécifiques, qui vont aller tuer spécifiquement la cellule maligne. Donc il y a tous ces anticorps et ces CAR-T qui sont en développement, et la France va participer à tous les essais cliniques qui, on espère, va conduire à l'autorisation de cette immunothérapie. C'est probablement la voie de recherche la plus prometteuse, en complément, bien entendu, de tout ce qu'on a développé, le carfilzomib, le Velcade, l'ixazomib, le Revlimid, le pomalidomide, etc., dans le passé. Et on va très probablement associer, combiner à l'avenir cette immunothérapie avec les traitements conventionnels. Bon, des perspectives positives. Oui, Bernard, vas-y. Je voudrais simplement dire que c'est vrai que c'est une difficulté pour les patients qu'on puisse avoir à l'écran le nom des médicaments, le nom commercial et le nom scientifique. Voilà, on prendra ça en compte pour une prochaine conférence téléphonique, hein, parce que c'est... Voilà, j'imagine que pour tout à fait. C'est facile de jongler avec les médicaments. Hein. Voilà. Donc, voilà, il y a des questions qui sont sur le chat qui peut-être, voilà, est-ce que finalement les CAR-T-cells, oui, on vient de l'évoquer, si on a déjà eu 2 autogreffes, est-ce qu'on sera éventuellement accessible dans quelques années à un traitement par CAR-T-cell? Il y a aussi une question, mais ça se défile tellement rapidement, si j'ai été traité déjà par allogreffe, ça c'est, voilà, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Cyril, tu veux parler de l'allogreffe? L'allogreffe se fait de moins en moins, effectivement. Il y a des patients qui ont été allogreffés, qui en ont bénéficié. L'attitude d'intensification allogénique, donc de greffer la moelle d'une personne de la fratrie ou d'un donneur identifié comme particulièrement compatible au niveau HLA, reste une possibilité qui va se faire de moins en moins. Ça a été toujours quelque chose qui était très controversé quand j'ai été réalisé dans le myélome, puisque son bénéfice dans le myélome a toujours été discuté, mais il en était fait un assez grand nombre au total. Mais il est certain que les perspectives, si se développe le CAR-T-cell, l'indication des allogreffes va baisser, mais elles peuvent se discuter encore à l'heure actuelle, ponctuellement, chez des gens très jeunes, chez qui les thérapeutiques classiques sont en échec primaire d'emblée. Par exemple, à Bordeaux, on a discuté chez quelqu'un de très jeune, mais qui rechutait
très tôt après autogreffe et qui avait reçu toutes les nouvelles molécules dont on parle le plus et qui s'avère réfractaire à ce type de situation. Donc, où ça reste, mais pour l'instant, ça reste maintenant les indications vont être très très limitées. Mais après qu'on ait eu une allogreffe, pour les patients qui ont eu une allogreffe et qu'on depuis plus longtemps, après ils sont accessibles à d'autres traitements. Il y a le problème que certains essais effectivement contre-indiquent d'avoir reçu une allogreffe, même si on va bien, même si on n'a pas de GVH, c'est-à-dire de réaction du greffon contre l'autre, sont un critère d'exclusion à l'entrée dans certains protocoles, plutôt de moins en moins. Maintenant, avant, c'était systématique, de moins en moins, mais il y a des protocoles actuels récents de rechute qui excluent les patients qui ont été allogreffés. On peut espérer que ce critère d'exclusion disparaisse définitivement à partir du moment où on n'a pas de séquelles actives de cette allogreffe. Mais en soi, elle ne contredit pas d'autres traitements. Après, le problème, c'est si on a des séquelles de cette allogreffe sous forme de la GVH, de la réaction du greffon contre l'autre. Peut-être une question là, que j'ai vue qui était intéressante. Bon, les carticelles, donc ce sont de plus en proche, nécessitent des moyens techniques importants, des moyens industriels. Il y a une question, est-ce qu'on peut imaginer que ces moyens techniques et industriels soient… Professeur Moreau est un spécialiste de cette question. Voilà, je laisserai au professeur Moreau. Voilà, je pense que là, on touche un problème qui est un problème de développement de médicaments ou de nouvelles thérapies innovantes. Malheureusement, il n'y a pas en France de compagnies pharmaceutiques capables de produire des CAR-T. Les CAR-T sont produits pour le moment dans le domaine du myélome par deux grandes firmes, Celgene et Janssen, qui ne sont pas des firmes françaises. Les CAR-T vont coûter extrêmement cher, puisqu'on anticipe le coût de 300 à 500 000 euros par patient à chaque administration de CAR-T, sans compter l'hospitalisation nécessaire et la surveillance nécessaire. Donc, on sera pas loin entre 500 000, pas loin au-delà de 500 000 euros par malade. Donc, moi, je suis un très très fort militant et il faut qu'on arrive à militer ensemble avec les associations de patients, avec l'IFM, parce qu'il y a la possibilité de fabriquer des CAR-T académiques, c'est-à-dire nos laboratoires de recherche, nos chercheurs ont la technologie, savent faire des CAR-T. Ensuite, il faut amplifier les CAR-T. Il faut que ce soit amplifié de manière sécurisée pour qu'on ne réinjecte pas de choses mauvaises, complètement pures. Donc ça a besoin d'un process de sécurité qui existe, qui est disponible en France. Simplement, on n'a pas mis le paquet sur cette technologie parce qu'une compagnie pharmaceutique peut disposer de moyens colossaux, de milliards à investir pour faire tout de suite la démarche. Et il faudrait qu'il y ait un plan de santé dédié à l'innovation thérapeutique avec les thérapies cellulaires, etc. Et ça, c'est très complexe parce que il faut que tout soit sécurisé, il faut qu'on ait les autorisations pour faire des essais cliniques très rapides, il faut qu'on nous confie les molécules, il faut que les chercheurs arrivent à travailler entre eux de manière très très liée. Il faut qu'on définisse peut-être un groupe de laboratoires, de chercheurs qui vont travailler ensemble pendant 1 an et qui ne vont faire que ça. Donc ça sort un petit peu des sentiers battus. Voilà, on est en discussion avec l'Institut national du cancer pour que cette réflexion avance et qu'on amplifie la recherche dans ce domaine. Merci. Au passage, donc d'ailleurs, Laurent Gillot, notre responsable communication, nous signale à travers du chat que dans le bulletin qui est en train d'arriver dans les boîtes aux lettres, il y a un article qui revient sur ce que sont les carticelles. Hein, voilà, si vous voulez y revenir calmement, vous pouvez cet article. Voilà. Alors, on aura très vite, hein, d'ici cette année, hein, les centres qui vont faire des CAR-T dans les essais cliniques vont être… On n'avait que 2 centres simplement. On va passer, il va y avoir Nantes et Lille qui vont rester, il va y avoir un centre à Paris, Toulouse, Bordeaux probablement, Lyon, Poitiers. Donc on voit que le nombre de centres qui vont faire des CAR-T est en train d'augmenter et c'est bien d'avoir une couverture géographique plus importante. Non, mais après, pour resituer, je comprends bien l'excitation que produisent les CAR-T, mais
pour mémoire, comme l'a dit Philippe, quoi, ça a été 8 patients traités quoi, par rapport aux 5000 nouveaux cas par an en France, aux 15 000 malades suivis. Voilà. Oui, bien entendu. Mais oui, il y a de quoi s'exciter intellectuellement, je suis bien d'accord. Bon. Donc c'était donc moi j'entends au travers de vos différentes interventions quand même des perspectives qui sont encourageantes, remplies d'espoir, comme on a pu l'écrire sur la présentation. On est en tant que malade toujours impatient parce qu'on aimerait disposer de tout de suite avec voilà, il y a eu beaucoup de questions sur l'évolution de l'espérance de vie des malades avec l'arrivée des nouveaux médicaments. C'est peut-être bien de redire un petit historique. Voilà, alors, faut savoir que c'est toujours des valeurs aussi. Voilà, elle a plus que doublé en 10 ans, mais c'est sûr que quand on est patient, c'est toujours trop peu. Enfin, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est une évidence. Mais voilà, mais dans la réalité des faits, enfin, voilà, je commence à avoir un âge, enfin, voilà. Mais moi, j'ai globalement avec Philippe, mais quand on a commencé le myélome, vie était, enfin, personne ne voulait s'occuper du myélome, quoi. Voilà, enfin, être quand on était jeune praticien, être mis sur la recherche clinique du myélome, c'était parce que personne d'autre voulait y aller. Maintenant, voilà, il y a des avancées majeures et grâce à l'arrivée des nouveaux médicaments. C'est pas que enfin, les patients que je suis vivent plus longtemps, mais c'est pas que je sois devenu plus malin, c'est parce qu'on a plus d'armes thérapeutiques et on continue à en avoir de plus en plus. Mais voilà, après, c'est la difficulté du vécu des patients. Je le vois à travers toutes les questions du chat et ce qui correspond bien à tout ce que j'entends tous les jours en consultation. C'est que le myélome, si on a doublé l'espérance de survie, c'est qu'au prix de traitements répétés. Et qui dit traitement répété dit effet indésirable, inéluctablement. Même si on a des traitements de plus en plus ciblés, qui sont beaucoup mieux tolérés que les cochonneries que j'ai pu prescrire quand j'étais jeune, mais il y a toujours, et en plus, on va vers des traitements extrêmement prolongés. Donc, même un effet indésirable modéré, quand vous prenez un traitement pendant plusieurs années, même un effet indésirable modéré, comme on peut avoir la diarrhée parce que ça fait plus d'1 an qu'on prend du Revlimid, bah, c'est invalidant, et c'est chiant, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais oui, c'est le propre du myélome, c'est qu'on n'est pas un traitement, le Magic Bullet, et qui, après, on est tranquille, et puis on vient nous voir que tous les ans. C'est que en étant suivi, en étant traité, et c'est extrêmement lourd, mais on fait beaucoup mieux qu'on ne faisait, on va continuer à faire encore mieux, parce que vraiment tout ce qui arrive, et les manières d'associer les traitements vont encore se développer, mais voilà, c'est toujours au prix d'un suivi régulier, d'une anxiété régulière, d'effets indésirables réguliers, de prise de traitement, mais ça vaut le coup de se battre parce que ça va payer de plus en plus. Mais oui, il faut s'accrocher. Et peut-être aussi, je reviendrai sur des questions pour le chat. C'est vrai quand on parle de patients jeunes, on dit oui, la limite c'est 65 ans, mais dans les patients jeunes, il y a des patients très jeunes donc, qui sont amenés à démarrer des traitements très jeunes. Voilà. Et quelle perspective pour eux? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche? Voilà, si on diagnostique un myélome à 40 ans, on en connaît l'association. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux spécifiques voilà, pour ces gens-là qu'on aimerait pouvoir. Voilà. Non, on n'a pas de. On va traiter un patient de 40 ans comme on va traiter un patient de 60 ans. À l'heure actuelle, c'est le même type de traitement. Mais le point soulevé par Cyril est très très important. Je crois que de plus en plus, quand on est un petit peu expert dans le domaine du myélome, on nous demande de faire des présentations dans les réunions internationales ou dans les réunions nationales de nos réseaux, etc., sur comment on va séquencer les traitements. Autrefois, on faisait 2 lignes de traitement, la première ligne et puis la première rechute, et on n'avait pas beaucoup d'armes. Maintenant, quand on regarde les classes de traitement, on a les agents alkylants, c'est le melphalan, c'est l'endoxan, on a la cortisone, c'est la dexaméthasone, prednisone, cortensil, etc. On a les immunomodulateurs, c'est Revlimid, Imnovid, le thalidomide qu'on utilise encore un petit peu aussi, les inhibiteurs du protéasome, c'est Velcade, c'est carfilzomib, c'est ixazomib, Ninlaro. On a maintenant les anticorps monoclonaux, le premier commercialisé, le daratumumab,
Donc, on a 5 classes de traitements qui sont disponibles. Et puis, il y a toute une liste de classes de médicaments qui arrivent et qui vont être disponibles très rapidement. Et on combine ces associations. On combine en incluant éventuellement chez les patients les plus jeunes l'autogreffe, l'intensification thérapeutique. Donc, ce qui est très important pour nous quand on voit un patient pour la première fois, c'est de lui appliquer le meilleur traitement disponible, ce qu'on appelle nos standards de traitement, et ça, on le fait partout en France, que ce soit qu'on soit traité à Brest ou à Nice, à Lille ou à Montpellier, on aura le même traitement, à peu près, en première ligne. Et puis, on anticipe déjà quel sera le traitement si la première ligne échoue et si la maladie revient après 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc, le séquençage des traitements est très important. Et maintenant, un patient porteur d'un myélome, dans sa vie de malade, va recevoir en moyenne 4 lignes de traitement. Donc, il va falloir reprendre ou modifier les associations, utiliser des associations en deuxième ligne qui ne sont pas les mêmes qu'en première ligne, puisque la maladie est revenue. Donc, on va changer de classe de traitement, etc. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir en tête comment on va séquencer les traitements. Ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas un seul coup. On anticipe l'avenir des patients et on va faire attention aussi, comme le disait bien Cyril, à la toxicité. Chaque classe de médicaments que j'ai décrit a une toxicité propre. Donc, il faut faire très attention et on va tenir compte, le corps, l'organisme garde un peu la mémoire. Quand on a une neuropathie, il y a certains médicaments que l'on ne pourra pas réutiliser, par exemple. Donc, on fait attention à tout ça. Ok. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat, mais qui ne sont pas obligatoirement des questions à traiter aujourd'hui. L'enregistrement sera disponible de toutes les manières pour toutes les personnes. Et toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir un lien avec le lien pour le replay. N'hésitez pas à diffuser ce lien autour de vous. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez tout à fait leur donner le lien. Ils peuvent s'inscrire pour aller regarder le replay de la même façon. J'ai vu aussi que dans le chat, on parlait de communication médecin-patient. Je crois, Bernard, que dans le futur proche, on va tenter de faire une webconférence sur le sujet. Oui. Avec Janssen, qui est un projet d'Ecodoc, on va une manifestation à Lyon qui est en train de se bâtir, de se mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit toutes vos petites questions, vos petites remarques, etc. dans le chat, là, et c'est assez sympa. Et en fait, on voit que il y a des préoccupations pour les patients qui sont des préoccupations vraiment pratiques. Hein. Comment je manage ma toxicité sous Revlimid, comment j'utilise le Zometa, pourquoi on me donne de l'oraciline, etc., etc. Et ça, on pourrait y passer des heures et des heures. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'une vraie pédagogie. Il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi on donne un traitement, les effets secondaires, les bénéfices attendus, et puis des tas de médicaments qui sont du support. Parce que quand on prend du Velcade, il faut qu'on prenne systématiquement un traitement anti-herpès, parce que le risque de l'herpès ou du zona est important. Si on prend de l'oraciline, c'est parce qu'on veut diminuer le risque d'infection, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps, et le dialogue patient-médecin est quelque chose, et une étape extrêmement importante. Je lisais avec plaisir Cyril Touzeau, super docteur. Cyril, c'est le jeune docteur qui est à Nantes. C'est lui qui voit tous les malades et qui fait un travail merveilleux parce qu'il prend le temps d'expliquer, etc. Et ça fait vraiment partie du job. Tout à fait. Il y a une réelle évolution dans ce domaine-là. Oui, j'espère. J'ose croire que cela progresse régulièrement, que le temps du docteur du haut de sa science. Je pensais les médicaments sans parler, mais après, il y a toujours, je vois aussi, il y a des commentaires négatifs, on ne va pas les nier. Je veux dire, ça peut exister, et puis après, le médecin est un homme aussi. Il m'arrive de ne pas être en forme le jour de la consultation, ça peut m'arriver aussi, mais le colloque singulier et la confiance, mais ça c'est particulièrement vrai, c'est quelque chose, depuis le temps que je consulte, je trouve que c'est particulièrement prégnant et majeur dans le myélome du fait de cette spécificité du myélome, de cette association d'une maladie extrêmement grave et en même temps d'une attitude qui va ressembler à une maladie chronique. C'est-à-dire qu'avec des patients qui vont venir extrêmement souvent, et il y a plein de fois où on vient en consultation où tout se passe bien, heureusement. Où il y a qu'à reconduire un traitement, où on a annoncé que les résultats sont parfaits, que tout va bien, où on discute d'autres choses. Puis
voilà, et c'est plaisant pour tout le monde, tant pour le médecin que pour le patient. Et puis de temps en temps, il y a la consultation où il faut de rechute et autres. Et c'est là qu'il s'instaure une relation de confiance et qu'on voit par exemple au sein des CHU où on travaille en équipe que pour les patients c'est extrêmement mal vécu d'être ballotté par exemple d'un praticien à un autre et de ne pas avoir, et que ça se comprend. Quand on a affaire à une maladie extrêmement grave, on accorde sa confiance à une personne et on n'a pas envie d'être ballotté, même si après on comprend bien que pour des séquences ou pour autre chose on puisse être vu par quelqu'un d'autre. Mais ça, je le ressens, tout particulièrement, et je pense que c'est un peu spécifique du myélome. C'est pas le myélome en lui-même, mais de sa structure et de sa prise en charge qui est extrêmement répétée et en même temps avec toujours cette épée de Damoclès de la rechute, des choses, et qui va nécessiter cette relation de confiance et d'avoir un médecin référent à qui on aime bien avoir affaire quand il y a des moments importants. Et c'est vrai que ça, on le ressent, et du point de vue du praticien, moi je ressens ce poids-là, cette exigence-là. Mais quand je dis exigence, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des patients et de l'annonce et du suivi et des choses. Quand des autres praticiens voient des myélomes, généralement, ils trouvent ça astreignant et pas toujours très drôle. Voilà, mais il y a besoin d'une relation de confiance et spécifique. Et ça, par contre, ça devient de plus en plus difficile au sein de l'hôpital, puisque la consultation n'est pour nos hôpitaux pas un acte valorisant et valorisable, même s'il est extrêmement important, moi je pense, vis-à-vis de la relation avec les patients. Tout à fait. Merci, parce que j'avais bien vu ce genre de réaction sur le chat. Ce n'était pas le sujet de ce soir, et merci de votre témoignage. Voilà. Donc, ça sera le sujet d'une prochaine webconférence, tout à fait, qu'il va falloir construire, parce que c'était pas facile à construire, mais il faudra bien la construire. Non, c'est bon, je vais vous demander un petit mot de conclusion, parce que le temps tourne et on va bientôt arriver au bout de la conférence. Docteur Euler. Pour moi, c'est vraiment, le message d'espoir continue, même si ça reste une maladie difficile. On le voit tous les jours, mais on a de plus en plus d'armes, de plus en plus de choses à proposer. Après, c'est une maladie qui peut être douloureuse, qui nécessite de suivre des traitements régulièrement, mais on fait vraiment de mieux en mieux et on va continuer à le faire. Et l'amélioration va se poursuivre. En tout cas, il faut toujours s'accrocher. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, il faut aussi parier sur régulièrement les progrès thérapeutiques et les progrès de la médecine. Et voilà, continuer. Et je trouve que, voilà, et c'est tout c'est mis en place par l'association de patients et ça, et de soutien à patients est extrêmement important. On en a des retours, moi, très régulièrement, quoi, quand voilà, c'est une aide réelle à tout point de vue. Et en tout cas, et en plus, du point de vue du praticien, c'est facile de travailler avec vous. On n'est pas dans un antagonisme patient-docteur comme ça peut exister parfois. Un petit mot, professeur Moreau? Oui, moi je pense qu'effectivement, on a besoin de cette collaboration maintenant entre médecins et patients. C'est vraiment fondamental. L'association que vous avez montée à F3M est une association qui est vraiment merveilleuse. Je vois qu'il y a Béatrice Boilly qui est en train d'écrire là. Il y a le travail de Bernard qui est fantastique et tous les membres de votre association qui ont fait vraiment beaucoup. Vous êtes unis. Sachez qu'en face de vous, les médecins hématologues, en tout cas qui travaillent sur le myélome, sont extrêmement unis aussi. L'IFM, dont Cyril est le président, on travaille tous ensemble. On a des réunions très fréquentes, des assemblées générales 2 fois par an où on participe, on partage les avancées des connaissances, on monte des protocoles qui sont des protocoles forts, originaux, etc. Donc c'est un vrai message d'espoir. Et puis, bon, effectivement, on a des difficultés d'accès aux médicaments, etc. Mais finalement, on y arrive. Le carfilzomib, on a attendu, mais maintenant, on a la certitude que c'est un médicament qui apporte un plus, puisqu'on sait, avec le long terme des essais cliniques, qu'il n'y a pas qu'un bénéfice de la réponse initiale, il y a un bénéfice sur la survie. Et donc ça, c'est absolument fantastique. Et bon, on dispose des médicaments qui améliorent la survie. Donc voilà.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui font aussi de la recherche. Et en France, on a la chance d'avoir pas mal d'équipes qui travaillent à un bon niveau sur la recherche translationnelle. Ce n'est pas que de la recherche fondamentale, c'est de la recherche translationnelle. C'est-à-dire que ce qui est développé au laboratoire, on va essayer de le pousser tout de suite vers la clinique et vers les patients. Et c'est ce qu'on fait à Nantes dans un programme CIRIC, c'est ce qui est fait aussi à Toulouse, c'est ce qui est fait dans d'autres centres qui se sont un peu spécialisés historiquement dans le myélome. Et voilà, moi je serais ravi de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait dans le CIRIC pour vous montrer que ça va vraiment changer, j'espère, les choses. Merci beaucoup. On va terminer donc cette webconférence par quelques informations sur l'activité de la F3M en 2019. Bernard, est-ce que tu peux nous parler du cycle de webconférence et puis ensuite du programme des MOOC? Ce cycle de webconférence, en fait, on a souhaité le mettre en place parce qu'on a pu observer que les webconf qui sont organisés durant les sessions du MOOC avaient un grand succès. Et ce soir, on a encore dépassé ce succès parce que si je ne me trompe pas, on était plus de 190 connectés simultanément, un chiffre jamais atteint lors du MOOC organisé pour le MOOC. Donc notre ambition, c'est entre les sessions de MOOC. Alors la prochaine session du MOOC va démarrer tout à fait début mai jusqu'à fin juin. Et puis une deuxième sera à nouveau organisée en fin d'année à la suite donc, de la Journée nationale d'information sur le myélome qui aura lieu cette année, donc le samedi 13 octobre, si je ne fais pas erreur. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de se donner un rendez-vous une fois par mois pour évoquer des sujets médicaux, des sujets qui le sont moins. Voilà. Vous donner la parole, vous permettre d'échanger entre vous. Et je vois que au travers du chat, j'ai reconnu des gens qui étaient présents sur le MOOC, qui se saluent au travers de ce chat. Voilà. J'espère que cette forme vous satisfait. Et je tiens quand même à terminer cette conférence en remerciant vraiment vivement le docteur Cyrilin et le professeur Moreau d'avoir accepté donc de participer, de préparer cette conférence et de donner de leur temps sur un emploi du temps que je sais très chargé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Et donc, prochaine webconférence, la date vous sera communiquée par mail de la même façon dont vous avez pris connaissance de celle-ci. À très bientôt et diffusez le lien du replay que vous aurez très rapidement. À bientôt. Au revoir. Au revoir.